Là, j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Acteur, réalisateur et scénariste, l'Instant Pur Cinéma a le plaisir de recevoir pour son 7e épisode, Florian Hessig. Avant toute chose, Florian, bonjour, comment ça va? Eh ben bonjour, ça va très bien, je suis avec vous aujourd'hui, donc tout va bien. Le festival de Cannes s'est terminé il y a quelques semaines, est-ce que tu as eu l'occasion de suivre ce qui s'est passé ou pas du tout? Oui, j'ai suivi ce qui s'est passé, j'y suis d'ailleurs passé furtivement, voilà, j'avais des choses à y faire, mais oui, j'ai suivi un petit peu l'actualité de ce festival. Eh ben pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Florian, tout simplement, première question, c'est quoi ton parcours? Ah, c'est un parcours atypique, un parcours pas forcément très conventionnel dans les métiers du cinéma. Moi, j'ai commencé par le basket de haut niveau, donc ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le domaine artistique. Et j'ai arrêté ma carrière en 2009, et c'est à ce moment-là que je me suis un petit peu ouvert au métier du cinéma, de la télévision, des choses comme ça. J'ai découvert un petit peu comment ça se passait. Et puis rapidement, j'ai créé une première série télé courte, humoristique, qui s'appelait Autoroute Express, qu'on a tournée, que j'ai au départ complètement autofinancé. Et puis il s'est révélé que ça a plutôt bien pris. On a fait 3 saisons derrière, et c'est un peu comme ça que tout a commencé. C'est quoi le déclic pour passer du basket à réalisateur? Le déclic, c'est que on m'a proposé à la fin de ma carrière de basketteur de tourner pour une publicité, tout simplement. J'avais jamais fait ça, je connaissais pas du tout cet univers, et en fait, évidemment, ce qui m'a impressionné, c'est tout ce qui est derrière la caméra, tout ce qu'on voit pas. On a toujours tendance, en plus une pub, on a toujours tendance à penser que c'est facile, que ça va vite, que tout le monde pourrait le faire. Et puis finalement, quand on voit toute la mécanique qu'il y a derrière, la préparation, le nombre de personnes, le matériel, la précision des directions, etc. Voilà, on se dit, il y a quand même un sacré travail pour arriver à un résultat de 10 secondes. Donc voilà, ça m'a vraiment impressionné. C'est à partir de ce moment-là que je me suis un peu penché sur cet univers, et voilà, vouloir creuser un peu plus, m'y intéresser, à savoir à quoi servait chaque poste, pourquoi, et puis après plus technique, les caméras, les différentes optiques, pourquoi, qu'est-ce qui va plus servir sur des captations sportives, qu'est-ce qui va plus servir sur de la fiction. Voilà, tout ça m'a intéressé assez rapidement, et le déclic, ça a été cette pub. Ok, t'en es actuellement à 4 longs métrages en tant que réalisateur. Pour rappel, voilà, pour resituer un peu nos auditeurs, il y a eu le Casse des Casses en 2012, La Légende en 2017 justement sur le basket, L'Instant Présent en 2021,
Au passage, c'est mon préféré, mais on y reviendra. Puis fin 2022, le défi de Noël. Tu tiens un rôle dans chacun de tes métrages. C'est pas trop éprouvant d'être à la fois devant et derrière la caméra? Ça l'est toujours un peu plus, c'est forcément moins confortable quand on a juste à être comédien ou juste réalisateur, c'est déjà un travail en soi. Mais effectivement, c'est plus confortable. Maintenant, il y a un avantage, c'est que il y en a 4 qui sont sortis. Le 5e qui est tourné, qui s'appelle Face à Face, avec Valérie Mérès et Frédéric Diffenthal, sortira l'année prochaine. Il est en post-production là. C'est que ça devient une habitude. Il y a une mécanique, il y a aussi les équipes qui m'entourent, avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Donc le temps de préparation est plus long, parce qu'il faut que je puisse à certains moments me délester de certaines choses sur le tournage. Donc il y a beaucoup de la préparation est plus longue, mais après ça devient une habitude et c'est au contraire plutôt agréable quand on est à la base d'un projet. On part à chaque fois, moi je pars à chaque fois d'une feuille blanche avec une idée en tête et pour finalement on passe par l'étape de l'écriture, de la réécriture, des choses comme ça, à la phase de financement et au moment où ça se tourne et à la post-production au moment où ça sort. Et c'est intéressant finalement de pouvoir prêter ses traits, donner la vie à un personnage qu'on a imaginé. Et c'est plutôt grisant comme situation. Ouais, j'imagine. Ouais. Un de tes longs métrages, voilà, est sur le basket, c'est une de tes passions. Ensuite, quand on te connaît aussi un petit peu l'instant présent, c'est sur l'équitation, donc c'est qui est une de tes passions aussi. Est-ce que c'est un moteur justement pour chacun de tes films de parler un petit peu de toi ou du moins de tes passions? Je crois que quand on scénarise quelque chose, on met toujours de toute façon un peu de soi. Puisque de toute façon on scénarise selon son point de vue, selon son ressenti, et moi j'aime bien parler et écrire sur des sujets ou des situations que je connais et que je maîtrise, en tout cas de mon point de vue, et donc c'est des sujets qui viennent assez naturellement. La légende effectivement vient de mon parcours dans le basket, forcément. L'instant présent, il y a deux choses, ça réunit deux choses. Effectivement, ma passion pour l'équitation. D'ailleurs, tous les chevaux qu'on voit dans le film sont les miens. Donc ça, c'est une volonté aussi. Il y avait une volonté d'être avec ses compagnons de toujours, finalement. Et surtout de ne pas leur imposer quoi que ce soit, de leur faire faire ce qu'ils savent faire et ce qu'ils font naturellement. Ça, c'était aussi autre chose important. Et l'instant présent, il y a aussi... ça vient aussi, à l'époque, je m'occupais de mon papa qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et qui était en EHPAD. Et on parle évidemment de la perte de connaissances. Alors là, sur l'instant présent, c'est dû à un traumatisme, une chute de cheval. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt de cibler les gens, les personnes qui gravitent autour de ces personnes qui ont perdu la mémoire. Là, le rôle d'Alice Rocoul et de Martin Lamotte dans le film, pour moi, c'est ces deux rôles qui m'intéressaient. C'est Joshua est le prétexte au film, c'est la personne qui a perdu la mémoire, et autour de lui, on a toutes les personnes qui, elles, ont vécu 10 ans, et elles, ces 10 ans de vie et tout ce qui s'est passé avant, elles les ont toujours, et c'est souvent plus dur pour les gens qui, entre guillemets, restent que pour les gens qui sont cérébralement déjà partis. On se rend pas forcément compte quand on le vit pas, et c'est bien normal. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a frappé en m'occupant pendant près de 10 ans de mon papa. C'est de voir les gens qui y a autour, les autres familles, les aidants, et on se rend compte que chacun réagit différemment à la perte de mémoire d'un proche, de quelqu'un qu'on a bien connu, quelqu'un qu'on aime. Et ça m'a marqué de voir... j'ai eu la chance, moi, avec mon papa, ça s'est toujours bien passé, et j'ai assez vite accepté tout ça. C'est le cours de la vie, c'est des choses, on aimerait bien s'en passer, mais on ne peut rien faire de toute façon. Donc je trouve que c'est important d'être là, de continuer à rire, de s'amuser des situations insolites, parce que c'est vrai qu'on a des
Il y a des grands moments au début de cette phase d'Alzheimer. Ce qui est assez fou, c'est qu'on a une conversation tout à fait normale et d'un seul coup, sur une réplique, sur un échange, on se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas cohérent du tout dans ça. Et ça repart. Et voilà. Et alors au départ, c'est un peu perturbant, mais voilà, je crois qu'il faut, je crois, j'ai de leçons à donner à personne. On réagit tous comme on peut. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai plutôt pris le parti de m'amuser de ça avec mon père, de l'accompagner là-dedans et voilà. Mais j'ai vu d'autres personnes, certaines réagissent très bien, d'autres qui ont du mal, qui sont sans arrêt en train de reprendre leurs proches, en s'énervant même. Mais c'est pas de la méchanceté, c'est que ces gens-là vivent mal ce qui se passe. Et ce qui m'intéressait, c'était de me focaliser un petit peu sur les personnes qui, elles, ont continué à vivre autour, voient vraiment ce qui se passe, sont dans la réalité, et comment elles vivent cette perte de mémoire de quelqu'un qu'elles ont connu vaillant, qu'elles ont connu en pleine forme, et qui d'un coup n'a plus du tout les mêmes repères et ne sait même plus qui sont les gens qui l'entourent. Ok, c'est vrai, c'est hyper intéressant comme point de vue, c'est vrai. On a pu te voir aux côtés de Martin Lamotte déjà dans la série Nos chers voisins sur TF1. C'est grâce à cette expérience que tu t'es retrouvé avec lui sur l'instant présent. Oui, mais il y a eu autre chose entre les deux. En fait, on s'est effectivement connus sur la série Nos chers voisins, puisque je jouais son fils dans Nos chers voisins. Et ensuite, on s'est retrouvés. Je lui ai proposé de venir sur la saison 2 de la série courte À votre service que je faisais. La saison 2 sur laquelle il y avait également Gérard Hernandez. Voilà, et on s'est retrouvés là-dessus. On a tourné aussi l'année d'après un pilote qui n'a pas vu le jour, mais d'une autre série courte. Et oui, quand j'ai écrit ce film, j'ai tout de suite pensé à Martin, on en a parlé, parce que je trouve qu'on le voit toujours dans des rôles beaucoup comiques, alors qu'il a pour moi cette vraie capacité, cette vraie sensibilité, un peu ours mal léché, mais où on sent que derrière il y a beaucoup d'amour et beaucoup de sensibilité, de sincérité. Donc dès que j'ai écrit le film, j'ai tout de suite pensé à Martin, et ça a été un bonheur qu'il accepte de le faire et qu'on le tourne ensemble. Carrément, puis en plus le résultat est vraiment, vraiment excellent. Moi je le trouve hyper touchant dans le film. C'est très gentil, et c'est vrai que je trouve que Martin est vraiment très touchant dans ce film. On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors, je vais te poser plein de petites questions. Ta réponse, c'est une réponse qui sera effective aujourd'hui, à cet instant. Si je te reposais la même question demain, selon ton humeur, selon tes envies, selon les soucis également que tu pourrais avoir, ta réponse pourrait être totalement différente. Est-ce que c'est bon pour toi ? Ok. On est parti. Ton film préféré ? Mon film préféré, Coup de foudre à Notting Hill. Ton actrice préférée ? Mon actrice préférée, c'est Alexandra Lamy. Parce que je trouve qu'elle peut vraiment jouer beaucoup de choses avec une sincérité incroyable. Elle joue, tout le monde la connaît sur Un gars, une fille, on la connaît beaucoup dans la comédie où elle excelle, mais j'ai eu l'occasion de la voir dans des rôles dramatiques. Elle a fait cette série pour TF1 notamment, et je la trouve vraiment excellente, et au-delà de ça, je trouve que c'est humainement une personne très sympathique. Donc Alexandra Lamy. T'as vu son dernier métrage, La Chambre des Merveilles, ou pas ? J'ai pas eu l'occasion de le voir encore. Tu la vois venir, ton acteur préféré ? En fait, j'ai beaucoup d'acteurs préférés. Moi, je suis très génération splendide, donc Thierry Lhermitte, Martin Lamotte, Christian Clavier, bon voilà. Mais là, actuellement, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Alex Lutz. Je l'aime beaucoup en tant qu'acteur et en tant que réalisateur aussi. Ok, figure-toi que c'est la réponse que m'a donnée Édouard Chastenay, qui a fait l'affiche du défi de Noël pour toi. Oui, absolument. Absolument. Donc ouais, non, Alex Lutz, ouais, c'est très bon, Alex Lutz. Ton réalisateur préféré ? Alex Lutz. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film ?
Je crois que c'est Guy, hein, le film Guy d'Alex Lutz. Au-delà de l'interprétation, de tout, il y a cette vraie patte. On a quelque chose qui est fou, c'est quand on crée une bande originale, c'est toujours très compliqué, il faut que ça touche les gens, etc. Là, il crée une bande originale avec des chansons qui sont qui n'ont jamais existé, et on a l'impression qu'elles font partie de nous. Et ça, c'est très très fort d'être allé reprendre les codes des années 60, 70, des chanteurs de l'époque, et tu entends la chanson une fois et tu as l'impression que tu la connais depuis toujours. Ouais, j'avoue. Et pendant qu'on parle de bande originale, moi, je voulais te féliciter aussi pour celle de l'instant présent, encore une fois, parce que moi, je dois avoir une ou deux musiques qui traînent toujours dans mes playlists et que j'écoute assez régulièrement, que je trouve très très belles et très émouvantes. Eh ben, c'est gentil, on a travaillé sur ce film avec Raphaël Dargent, qui est le compositeur de toutes les musiques du film. Et c'est vrai que c'est un compositeur talentueux. Toutes les musiques ont été enregistrées par l'orchestre de Moscou, le Moscou Botaï. Voilà, et c'est vrai que la musique de ce film donne tout le relief, le relief au film. La musique était importante et effectivement Raphaël a cette sensibilité. On travaille évidemment beaucoup ensemble sur la création des choses, mais c'est vrai qu'il a cette faculté de cerner très vite ce qu'il faut, ce qui va sublimer, ce qui va être intéressant ou non, et en fonction de la façon dont moi je vois les choses, on avance ensemble. Mais c'est vrai que c'est très agréable de travailler avec Raphaël, qui est vraiment un compositeur de talent. Ton plat préféré? Mon plat préféré, tartare de saumon. Ok, original. Et ben on va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, et c'est même pas fait exprès, mais c'est la partie 3, c'est l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. J'ai vu que durant les dernières semaines, tu étais au théâtre du côté de Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On a encore 7 dates en juin au Théâtre des Mathurins, de la pièce qui s'appelle Hashtag Mytho avec Léo Romain, qui a été écrite par Franck Lehen. Voilà, c'est une comédie sur le monde de l'influence et des influenceurs. Alors c'est une comédie, on rit, ça c'est sûr, mais pas que. Il y a de la réflexion. Voilà, les gens qui ressortent de là, on rit. Ça c'est sûr, mais il se pose quand même des questions un petit peu sur l'état de cette société qui progresse, mais le problème du progrès, c'est que ça donne toujours place à des dérives, à des choses qu'on contrôle moins. En général, quand on crée quelque chose, c'est toujours fait pour des besoins positifs. Quand on crée les réseaux sociaux, l'objectif c'est de réunir les gens, c'est que les gens se parlent. Mais il y a toujours des dérives qu'on ne contrôle pas. On voit ce qui se passe maintenant avec les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de haine, beaucoup de harcèlement, de choses comme ça. Voilà, c'est toujours les dérives qui malheureusement on ne maîtrise pas. Et donc là, voilà, le monde de l'influence, on s'est rendu compte en fait que c'était quelque chose qui faisait, même si on ne suit pas les influenceurs, même si ça ne nous intéresse pas, et c'est quelque chose qui fait quand même inconsciemment partie de notre vie depuis plusieurs semaines, enfin depuis plusieurs années. Et donc je trouvais intéressant, Franck trouvait, Léo trouvait, on trouvait tous les trois que c'était intéressant de se pencher sur ce domaine. Voilà. Je voulais revenir un petit peu sur l'instant présent. Comme tu as pu le comprendre, c'est vraiment le film qui me tient à cœur. Tout particulièrement parce que moi je bosse dans un restaurant et l'équipe du film était venue manger un soir au restaurant, et quelques semaines plus tard tu étais venu présenter le film à Cholet en avant-première, et dans la salle se trouvait un ambulancier que l'on voit à l'écran dans ton film, l'instant présent, qui joue un figurant, voilà, et c'était un super moment. Enfin bref, voilà, ça c'était pour la petite anecdote perso. T'es passionné d'équitation. D'ailleurs, on en a parlé, mais tes chevaux sont dans le film. C'était une évidence à un moment dans ta carrière de passer par un film sur l'équitation comme ça?
Oui, c'était une volonté depuis plusieurs années. J'avais envie de faire quelque chose avec les chevaux, avec les miens notamment. Après, il fallait trouver le bon angle, parce que des films avec des chevaux, il y en a. Voilà, je voulais pas faire un film avec des chevaux juste pour mettre des chevaux dans un film. J'avais envie que, à la fois, le sujet tourne autour du cheval. C'est vrai que là, l'un des équidés qui est dedans, Yorga, il a un rôle central. Il a un vrai rôle. C'est pas, on le met pas là juste pour faire beau. Donc il a un vrai rôle. Donc j'avais envie de ça. Et m'est venue l'idée. Donc on en a parlé tout à l'heure avec la maladie de mon papa. J'ai eu l'idée de ces troubles cognitifs et un petit peu de mélanger avec la thérapie par le cheval, qui est développée depuis des années, mais voilà, de réapprendre les sensations avec un animal, faire revenir des souvenirs, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis c'est vrai qu'on le dit dans le film, mais c'est sûrement cet animal qui connaît le mieux le personnage. C'est avec lui qu'il a passé le plus de temps. Voilà, donc on a toujours tendance à penser qu'un animal, quel qu'il soit, c'est un compagnon de vie ou quelque chose comme ça. J'ai plutôt tendance à voir les choses à l'inverse, de dire que l'animal, en fait, qu'on a, on est son compagnon à lui. Parce que nous, on peut avoir d'autres compagnons, on peut avoir d'autres camarades, des amis, de la famille, etc. Quand on prend un animal, je trouve qu'on ne se rend pas compte de la responsabilité que ça a souvent. Les gens disent, je veux un chien, je veux un chat, je veux un hamster, je veux machin. Mais la question qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce que lui va vouloir de toi? Est-ce que tu vas être bon dans sa vie? Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Parce que si c'est un choix égoïste de dire, ah bah moi ça me plaît d'avoir un chat, j'ai un chat, bah oui, mais bon, enfin le chat, si c'est pour vivre dans 10 mètres carrés, jamais voir le jour et te voir une fois toutes les 2 semaines quand tu rentres de voyage, et voilà, c'est pas forcément la vie qu'il aurait pu rêver d'avoir. Donc je trouve que c'est vraiment un choix, avoir un mal, etc. C'est un choix qui doit être réfléchi dans le sens, pas dans le sens où moi j'ai envie, moi je vais m'en occuper, moi j'aime bien, etc. Ça c'est évidemment la base, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'est-ce que moi je vais lui apporter de positif. Est-ce que je suis en mesure de m'en occuper dans de bonnes conditions? Est-ce que et ça, je trouve ça important. C'est d'ailleurs pour ça que moi, mes chevaux sont restés en province du côté de Cholet, mais malgré que je sois sur Paris, parce que je me dis, ils sont très bien là-bas, ils ont de l'espace, ils ont des belles installations. Si j'avais ce côté égoïste, je voudrais les avoir sous la main et pouvoir les voir tous les jours. Mais le plus important, c'est que eux soient heureux là où ils sont et que je puisse, moi, leur rendre visite le plus régulièrement possible, continuer de les monter, continuer à m'amuser avec eux. Mais l'important, c'est que eux soient bien au quotidien. Donc de rester là où ils sont le mieux. Ouais, carrément, je te rejoins totalement et c'est une très belle réflexion que j'invite tout le monde à avoir. T'as l'occasion justement de leur rendre visite régulièrement? Oui, pas autant que je le voudrais parce que il y aurait que moi, j'irais monter tous les jours. Mais oui, j'essaie d'y aller régulièrement. Évidemment, je prends des nouvelles. Ils sont dans une écurie de propriétaires, donc je prends régulièrement des nouvelles. Mais évidemment, dès que j'ai je prends la voiture et je vais passer. Des fois, il m'arrive de faire l'aller-retour dans la journée sur Paris, mais je vais passer un peu de temps avec eux, monter à cheval, et puis ça fait du bien, ça déconnecte, et puis on revient à l'essentiel, à la nature, aux vraies valeurs. Et c'est ce que je dis, un animal, que tu sois n'importe qui, que tu fasses n'importe quoi, tu seras jugé pour ce que t'es, pas pour ce que tu fais. Un autre film, moi, sur l'univers de l'équitation qui m'a beaucoup touché, je sais pas si tu l'as vu, c'est Tempête de Christian Duguay qui est sorti assez récemment. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, autant musicalement que ce qui se passe à l'écran, ce qu'on voit à l'écran. Je trouve que Christian Duguay, il a vraiment une patte pour filmer les chevaux qui est assez impressionnante.
Et justement, je voulais faire le rapprochement entre 3 films, voilà, Tempête, Japlou et le tien, l'instant présent, parce que je trouve que les 3 sont très complémentaires, ils se complètent vraiment très bien. Et j'invite vraiment les auditeurs à regarder les 3 s'ils en ont l'occasion, parce que je trouve que ça marche vachement bien entre les 3. Bah, c'est très gentil concernant mon film L'Instant Présent. Après, c'est vrai que concernant les 2 autres, Japlou, c'est extraordinairement bien filmé. Le monde de l'équitation, alors là dans le concours, dans l'hippisme, que j'ai pratiqué pendant des années, et je trouve merveilleusement représenté. Et pareil, le monde des courses avec Tempête. Ce film est effectivement très touchant, très bien filmé. Les images de fin avec les chevaux camarguais notamment sont extraordinaires. Les courses sont d'un réalisme, sont vraiment très très réalistes. Évidemment, le casting est formidable. Moi, j'aime beaucoup une petite mention pour Paul Bartel, qui joue le jockey qu'on impose à la fin, un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans Les Petits Princes, et que je trouve également formidable. Et on va pouvoir passer à la 4e partie, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu. J'ai absolument aucun mérite parce que j'ai rien inventé, d'accord ? C'est un jeu qui existe réellement, ça s'appelle Focult. C'est tout simplement, tu connais ? Non, mais rien que le titre m'amuse. Et en fait, ce sont de réelles critiques de films qui ont été trouvées sur Internet et les créateurs du jeu l'ont mis sur des cartes et le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Ok. On est parti avec la première. Un hélicoptère piloté par Jean Reno qui pourchasse un train dans un tunnel sous la Manche. Si, c'est possible. Oh là là, avec Jean Reno, qu'est-ce que c'est que ça ? Un film de 96. C'est de 96, donc ça c'est plus vieux, c'est ce à quoi je pensais. Avec un hélicoptère. Qui est la scène finale du film. Un film avec Tom Cruise. Tom Cruise, 96. C'est pas Top Gun, non ? Il est pas dans Top Gun ? Non. Non, alors je sais pas. C'est Mission Impossible 1. Ah, c'est pas vrai. Ah oui. Le tout premier Mission Impossible où la scène finale est avec Jean Reno et un hélicoptère qui passe dans un tunnel. Ah oui, alors je ne l'avais pas. C'est pas grave, il y en a une deuxième, il y en a même une troisième, donc t'as toutes les chances de te refaire. Film inutilement violent et sans intérêt, puisqu'on sait tous que l'esclavage était une abomination. En plus, l'affiche est bidon, puisque le type ne s'enfuit même pas. Plus compliqué, ça. Alors là... Un film de 2013 de Steve McQueen. Il n'y a pas... je crois voir... Il y a le mot slave dedans, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, tu l'as. Ouais, j'ai plus le titre exact, mais... C'est 12 Years a Slave. Voilà, c'est ça. Bien joué, je te la compte, tu l'avais. Ça fait un point, l'honneur est sauf. Ça va. Allez, on y va pour la dernière. Ce film est un désastre fondé sur un anachronisme inacceptable, et pour cause, on peut y voir des hommes en compagnie de dinosaures alors que leurs existences sont séparées de plusieurs millions d'années. Oh c'est pas Jurassic Park ? Si, c'est ça, de 93, de Steven Spielberg. Je vais encore me faire ami avec les critiques. Je trouve, là c'est un avis tout à fait personnel, j'ai du mal encore à comprendre que ce métier existe. Et quand, le jour de la sortie, on a une ligne qui résume un film, encore une fois, que ce soit bon ou mauvais, c'est pas le problème de la critique, parce que ça... J'ai pas de problème avec qu'on dise ça me plaît pas, c'est pas bon, on fait ce qu'on veut. Mais comment on peut résumer un travail de plusieurs années en une ligne sans prendre en considération ce qui s'est passé à cette période de tournage, sans prendre en considération le travail, sans prendre Bon. Moi je pense que les critiques, si on retournait la situation, on devrait faire une critique des critiques et je suis pas sûr qu'ils le prennent très bien.
Mais voilà, j'ai vu des critiques sur des projections presse être sur leur portable pendant toute la projection presse. Et après faire une critique. Et ça pose problème. Bon, c'est comme ça. Faut l'accepter. Faut accepter ce jeu de la critique. Mais moi, je n'accorde pas de crédit à ces gens qui, pour moi, n'en ont pas. C'est-à-dire, moi, j'accorde du crédit à des gens qui font des choses. Par exemple, toi, tu fais des choses. Tu rencontres des réalisateurs, des gens qui travaillent dans le cinéma, des comédiens, des gens qui font des affiches, parce que c'est aussi ça, c'est aussi très important. L'affiche, la musique, etc. Tu rencontres, donc tu fabriques une émission, tu crées du contenu. Les critiques ne créent rien. Les critiques vivent du travail des autres. Et voilà, ça c'est mon petit coup de gueule du truc, mais c'est vrai que je trouve que la critique est très facile, et quand ces gens-là ne sont pas capables de faire un film, à partir de ce moment-là, à quel moment tu peux dire qu'un film est bon ou mauvais, et que ce soit un petit peu parole d'évangile. C'est-à-dire, j'ai marqué dans tel magazine, dans telle revue spécialisée, dans tel journal, que ce film était bon ou n'était pas bon pour telle et telle raison. Donc, c'est ce qu'on doit en retenir. Alors que je crois que le cinéma est un peu plus compliqué que ça. C'est toujours facile. Je trouve que le principe des critiques, on a la même chose dans le sport, c'est des gens qui sont devant leur télé, devant leur écran, et qui vont mettre le lendemain dans la presse 4, Mbappé n'est pas à son niveau. Oui, je pense qu'il le sait lui-même. Et de dire, mais c'est nier tout le travail qu'il y a avant, tous les sacrifices qui sont faits avant, etc. Bah oui, c'est-à-dire que c'est tout l'intérêt de l'être humain, c'est qu'il est faillible. C'est pas une machine. Donc il peut s'entraîner toute la semaine, il peut gagner des millions, il peut être dans les meilleures conditions possibles et ne pas performer. Ça, c'est voilà, ce qui n'arrive pas avec une machine qui est entretenue, qui est machin. On lui demande de faire une chose, elle le fait. On n'est pas déçu, il n'y a pas de surprise, sauf accident, mais sinon, voilà. Et en fait, on a une vraie culture, c'est ce que je dis, du bashing, c'est-à-dire que moi, quelque chose qui ne me plaît pas, je vais plutôt ne pas en parler. Plutôt me dire, déjà, ça ne m'a pas plu à moi, ça peut plaire à d'autres, donc voilà. Et puis, pourquoi? Il y a un travail derrière, il y a des choses qui ont été faites, mises en place. Bon, ça ne me plaît pas à moi, ce n'est pas une raison pour dire c'est nul, n'allez pas voir ça, ne faites pas ça, ce joueur est nul, cette personne est nulle, etc. Surtout qu'il y a toujours des tenants et des aboutissants qu'on ne connaît pas. Là, je parle plutôt dans tous les domaines, mais c'est vrai que dans le sport, on voit toujours le jour du match. On ne voit pas tout ce qui s'est passé dans la semaine, voilà, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est assez facile de livrer une critique ou une note en disant, voilà, ça n'a pas été pour telle ou telle raison. Oui, ça, tout le monde est capable de le faire. Complètement. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu pouvais parler pour les sportifs, etc., moi, j'ai une doctrine depuis des années et que je maintiens et que je promouvois, c'est le qui parle et de quel endroit. Toi, tu parles de ce que tu vois parce que voilà, Kylian Mbappé a fait un mauvais match, machin et tout. Ouais, ça, c'est ce que tu vois. Mais est-ce que tu es dans son prisme de te dire, putain, il a pas dormi de la nuit parce que il avait des soucis, parce que ci, parce que ça. Donc derrière, il fait un match de merde. Qui parle et de quel endroit? Je vous invite vraiment à vous poser la question pour chaque situation dans laquelle vous êtes, parce que ça peut vraiment ouvrir votre esprit et faire en sorte de réfléchir différemment de d'habitude. Oui, c'est ça, il n'y a pas de... Moi, j'ai de problème avec personne, voilà, mais je trouve qu'il y a un manque cruel dans tous les domaines d'objectivité. Moi, je suis le premier à dire de moi-même, je ne fais pas les meilleurs films du monde, et je n'ai pas la prétention de faire les meilleurs films du monde. J'essaye de faire des films qui me ressemblent, mais au-delà de ça, des films où je me dis, là, il y a quelque chose à défendre, là, on peut montrer des choses, là, il y a des émotions à faire passer. Après, est-ce que le public va être réceptif ou non? Ça, c'est toujours autre chose, mais j'essaye en tout cas de penser au public et aux choses qu'on veut faire passer, aux émotions qu'on veut faire passer. Donc, je pense que là où il faut inviter les gens, c'est que dans la vie, en général, il faut se faire ses propres avis et arrêter, que ce soit en télé, en radio ou machin, d'écouter ce qu'on nous dit ou ce qu'on veut bien nous montrer. Voilà.
allons voir les choses et après, libre à nous d'aimer ou de pas aimer. Carrément, ce sera le mot de la fin. Faites-vous votre propre avis, forgez-vous votre propre cinéphilie, votre propre cinéphagie. Allez voir des films. Exactement. Il est l'heure de se quitter, on passe à l'ultime partie, c'est la partie 5, c'est l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. Eh bien Florian, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, merci infiniment d'avoir passé quasiment 7 heures avec moi. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver Oui, j'ai été bavard. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Vaut mieux ça, vaut mieux ça. Et ben, où est-ce qu'on peut me retrouver? Donc là, jusqu'à fin juin, les vendredis et samedis, au Théâtre des Mathurins à Paris, avec donc Léo Romain et dans la pièce Hashtag Mytho, une pièce de mise en scène par Franck Lehen. Et puis, il y aura donc l'année prochaine le film Face à Face avec... Valérie Mérès et Frédéric Diffenthal qui sortira en salle. Voilà, et je travaille actuellement sur le tournage d'un nouveau film qui sera cette fois-ci une comédie. Voilà, donc je ne peux pas trop en dire pour le moment, mais c'est une comédie qu'on tournera au printemps l'année prochaine. Ok, bah moi j'ai déjà très hâte de voir tous tes prochains projets. Et puis, écoute, merci à toi et puis à bientôt. Merci beaucoup, à très vite.